le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, joyeux mercredi, bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, troisième sortie pour cette semaine, depuis la newsroom, dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlichi Dorelas, pour présenter cette page internationale. À Jacques Mel pour le grand journal, Joannel François Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacques Mel, la saison de la campagne de mi-mandat est en cours aux États-Unis. Le président américain Joe Biden prend la route dans l'espoir d'aider les candidats démocrates au Congrès. S'exprimant depuis l'État clé de la Pennsylvanie, il a exposé son plan pour lutter contre la hausse du taux de criminalité aux États-Unis. Voici un reportage signé CGTN News. Depuis Wilkes-Barre, en Pennsylvanie, juste à côté de sa ville natale de Scranton, le président américain Joe Biden a exposé son plan pour une Amérique plus sûre. Biden a parfois été en désaccord avec les progressistes de son parti qui appellent à définancer la police en réponse à une série de meurtres d'hommes noirs non armés par des policiers. Quand il s'agit de la sécurité publique dans ce pays, la réponse n'est pas de définancer la police, c'est de financer la police. Ces plans comprennent le financement de 100 000 policiers supplémentaires dans les rues des États-Unis et des appels à l'interdiction des armes d'assaut. Je suis déterminé à interdire les armes d'assaut dans ce pays. Mais la question du contrôle des armes à feu reste très controversée aux États-Unis et il est peu probable qu'une interdiction totale des armes d'assaut passe de sitôt par le Congrès profondément divisé. Les États-Unis ont fait face à des critiques concernant la hausse de la criminalité, la montée en flèche du nombre de meurtres et la violence armée endémique. Biden doit retourner 2 fois en Pennsylvanie dans les prochains jours. Il prononcera un discours en prime time pour promouvoir la démocratie depuis la ville historique de Philadelphie jeudi, suivi d'une apparition à Pittsburgh lundi pour la fête du travail. La cote de popularité de Joe Biden remonte lentement et il espère jouer un rôle majeur en essayant d'aider les démocrates à conserver leur avance très étroite au Congrès. Nous pouvons donc nous attendre à voir davantage le président américain sur la route avant les élections de mi-mandat du 8 novembre. Nous irons en Ukraine. La mission de l'AIEA est très attendue par les dirigeants ukrainiens, inquiets par la menace que la présence russe fait peser sur la centrale. Voici un reportage signé Euronews. L'AIEA est en route vers Zaporijjia. Une délégation de l'Agence internationale de l'énergie atomique a quitté Kiev ce mercredi pour se rendre dans la plus grande centrale nucléaire d'Europe, tombée en mars aux mains des Russes. Un site hautement sensible, régulièrement visé par des bombardements dont Moscou et Kiev se rejettent la responsabilité. Nous avons une mission très importante à accomplir à Zaporijjia pour évaluer la situation réelle, pour aider à stabiliser la situation autant que nous le pouvons. Je suis conscient de l'importance de ce moment. Nous sommes prêts. L'AIEA est prête. La mission de l'agence onusienne est très attendue par les dirigeants ukrainiens, inquiets par la menace que la présence russe fait peser sur la centrale. Nous leur avons donné une liste des principaux points très importants qu'ils doivent vérifier d'un point de vue technique. Il s'agit de comprendre aussi où sont les soldats russes. Nous avons des informations selon lesquelles ils essaient de cacher leur présence militaire. Il s'agit donc de vérifier tous ces points. En face, les autorités de la République autoproclamée de Donetsk ont donné des garanties de sécurité à la mission de l'AIEA. La délégation de l'AIEA dispose de garanties de sécurité de la part des forces alliées et de la Fédération de Russie. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour assurer cette sécurité, mais je tiens à souligner qu'à l'heure actuelle, le régime ukrainien est fou et que rien ne peut être exclu. La semaine dernière, la centrale nucléaire de Zaporijjia avait été déconnectée du réseau durant plusieurs heures suite à des bombardements sur des lignes électriques. Kiev, qui accuse l'armée russe d'y stocker des munitions et des explosifs, dit redouter une catastrophe nucléaire.
Au Soudan, les anciens rebelles rejoignent l'armée unifiée, conformément à l'accord de paix de 2018. Voici un reportage à signer Africa News. Les anciens rebelles du Soudan du Sud rejoignent officiellement l'armée unifiée. Mardi, des milliers de combattants, dont d'anciens rebelles des camps rivaux de la guerre civile, ont été intégrés dans l'armée du pays lors d'une cérémonie de remise de diplômes. L'unification des forces loyales au président Salva Kiir et à son rival, le vice-président Riek Machar, était une condition essentielle de l'accord de paix de 2018. Le traité a mis fin au conflit de 5 ans dans lequel près de 400 000 personnes ont trouvé la mort. De tous les chapitres de l'accord, la graduation des forces unifiées en vertu du chapitre 2 a été le plus difficile et pourtant le plus important. Plus de 200 de vos camarades sont morts dans les 18 centres de formation. Certains sont morts à cause de la maladie et de l'absence de médicaments. D'autres sont morts de faim car la nourriture n'était pas disponible. La cérémonie a eu lieu quelques semaines après que les dirigeants du pays, nommés pour diriger un gouvernement de transition, ont annoncé qu'ils resteraient au pouvoir 2 ans après la date limite convenue, suscitant l'inquiétude de la communauté internationale. Une force de défense unifiée est l'une des expressions les plus visibles et les plus significatives de l'unité nationale, en particulier dans les sociétés sortant d'un conflit. Sa création symbolisera, en raison de son caractère inclusif et de sa représentation diversifiée, l'identité nationale du Soudan du Sud. La période de transition devait se conclure par des élections en décembre de cette année, mais le gouvernement n'a pas encore respecté les principales dispositions de l'accord de 2018. Le pays ne doit désormais organiser des élections qu'en décembre 2024. Parlons du gaz russe. 3 jours sans gaz russe. Les Européens sont de nouveau en alerte après une interruption des livraisons via le gazoduc Nord Stream mercredi pour des travaux de maintenance dans un contexte de flambée des prix de l'énergie. Plusieurs capitales, dont Paris, reprochent au régime de Vladimir Poutine d'utiliser le gaz comme arme de guerre. Écoutons un extrait de l'émission sur France 24. Moscou prive l'Europe de son gaz. Gazprom fermera demain jeudi ses vannes à la France. Idem pour l'Allemagne, puisque les livraisons de Nord Stream 1 sont de nouveau suspendues. Bonjour Bilal Tarabé. La Russie utilise donc le gaz comme moyen de pression, comme arme de guerre, dit la France. Oui, alors pourquoi la France dit que la Russie utilise son gaz comme une arme de guerre au niveau du contexte, si on remonte un petit peu le fil de ces derniers mois, que ce soit au niveau du gazoduc Nord Stream 1 pour lequel Gazprom justifie une coupure pour raison de maintenance, ou que ce soit au niveau de la France et d'Engie où cette fois-ci Gazprom invoque une raison de contrat, à chaque fois la Russie justifie ces coupures par des raisons techniques et jamais par des raisons politiques. Sauf que en juin dernier, après une première intervention technique, le gazoduc est reparti qu'à 40% de sa capacité. En juillet dernier, pour une autre intervention technique, encore une fois, il est reparti à 20% de ses capacités. Donc là, on en est à la 3e coupure pour une 3e intervention technique et en réalité, on ne sait pas à quelle capacité le gazoduc Nord Stream va repartir. Alors, les Allemands qui sont doublement concernés, parce que d'abord, l'Allemagne est le point d'arrivée du gazoduc, mais parce qu'ensuite, l'Allemagne fournit aussi des pièces détachées à Nord Stream via l'entreprise Siemens. Donc l'Allemagne dit que ces interventions techniques, en réalité, sont difficilement compréhensibles. Pour la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, la ministre en France, elle dit que tout ça, ce ne sont que des prétextes. Elle parle donc d'utilisation du gaz comme arme de guerre. Et en ça, elle répète d'ailleurs ce que disait déjà en juillet Ursula von der Leyen. Il faut savoir, en réalité, pour bien comprendre, que Vladimir Poutine mène ce qu'on appelle une guerre hybride. Une guerre hybride, c'est quoi ? C'est-à-dire que d'un côté, on a une guerre conventionnelle avec des armes et des armées sur un terrain, c'est ce qui se passe en Ukraine, mais de l'autre, il s'agit de soumettre un ennemi par n'importe quel moyen et si possible sans combattre. Et ça, c'est comme le disait Sun Tzu. Donc, il y a la guerre cyber, il y a la désinformation, il y a l'utilisation des exportations de blé et de céréales dont on a beaucoup parlé comme arme de guerre.
et maintenant, ce dont on parle aujourd'hui, l'arme du gaz. Et ces suspensions, ça aura quelles conséquences, quels effets pour l'Europe ? En fait, c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête des dirigeants européens. La perspective d'une Europe sans gaz. Cet hiver, si vous voulez, les objectifs visés, ils sont doubles. D'abord, ce serait de désunir les Européens sur la manière de réagir à ces pénuries de gaz, mais aussi éventuellement, et dans l'idéal, retourner les populations contre leur gouvernement, des populations qui ne voudraient ni payer plus cher du gaz, ni devoir à subir des pénuries pour une guerre qui ne se passe pas chez eux. C'est pour ça que l'Europe est sous pression. Alors concrètement, les stocks de gaz de l'Union européenne sont remplis à un peu plus de 80% au moment où on se parle. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit que les stocks sont remplis, ils sont remplis pour être utilisés 2 mois. Pas pour tenir tout l'hiver. Et c'est pour ça que Ursula von der Leyen, au mois de juillet, a présenté un plan en 3 S, substitution, sobriété et solidarité, pour répondre à une éventuelle pénurie de gaz. Mais tout ça, c'est encore en train de se mettre en place. Merci pour cet éclairage, Bilal. La raison de... Que se passe-t-il dans le monde? Zoom sur la crise au Mali, avec nos confrères de Le Média. Pourquoi la France a été chassée du Mali 9 ans après avoir posé le pied au Mali? Les soldats français l'ont quitté par la petite porte, chassés par une jeune dame malienne qui s'est désormais alliée avec les Russes. Écoutons un extrait de l'émission. 9 ans après avoir posé le pied au Mali, les soldats français l'ont quitté par la petite porte. Le 15 août, le dernier militaire français a déserté la base de Gao et a franchi la frontière d'avec le Niger. Une retraite sans trompette ni tambour, la tête basse. Une retraite qui ne peut vouloir dire qu'une chose. La France a perdu la guerre contre le terrorisme au Mali. Les derniers militaires français de la force anti-djihadiste Barkhane ont quitté le Mali ce 15 août après 9 années de présence dans le pays. Poussés vers la sortie par la junte au pouvoir, les Français ont transféré ces 6 derniers mois toutes leurs emprises à l'armée malienne, dont la dernière à Gao dans le nord du Mali ce lundi. Pourtant, 9 ans plus tôt, la France était, paraît-il, venue sauver le Mali. En 2012, les djihadistes hissent leur drapeau noir sur le nord du pays, ils lapident les femmes, détruisent les mausolées de la mythique Tombouctou et comptent conquérir l'ensemble du pays. Des colonnes de fous de Dieu se mettent en branle, fonçant officiellement vers la capitale Bamako. Mais heureusement pour le peuple malien, François Hollande est arrivé. Monsieur le Président, c'est le missile Météor. Je peux l'envoyer sur qui, ce missile? Hollande a revêtu son uniforme de chef de guerre. Flamby s'est transformé en Rocky. Sous son commandement, la France est entrée dans la danse. Elle a déclenché son opération militaire la plus importante depuis la fin de la guerre d'Algérie, avec un certain succès d'ailleurs. En quelques semaines, notre armée a reconquis le Nord, écrasé les djihadistes et offert à Papa Hollande son quart d'heure de gloire. Le président français, hué dans l'Hexagone, est acclamé dans les anciennes colonies. À Tombouctou comme à Bamako, le capitaine de pédalo est devenu un héros. Votre pays va connaître une nouvelle indépendance, qui ne sera plus cette fois la victoire sur le système colonial, mais la victoire sur le terrorisme et sur l'intolérance et sur le fanatisme. Certains craignent déjà le départ des Français de la région. Je veux que la France reste à côté de nous pour exploiter notre pétrole, pour exploiter tout ce qui est au nord. C'est l'avenir du Mali, c'est l'avenir de la France. Mais c'est surtout la population de Tombouctou, libérée il y a quelques jours à peine, qui a fait l'accueil le plus chaleureux au président français. Rebaptisé Papa Hollande, le pacificateur ou encore le libérateur, le président s'est offert un bain de foule au milieu des Maliens en liesse. Nous sommes venus supporter la France, nous sommes venus supporter François Hollande, on est fiers de François Hollande. L'histoire officielle est belle, un peu trop même. Les grands médias français n'ont jamais gratté derrière le storytelling de l'Élysée. Ils n'ont jamais raconté le dessous des cartes, le revers de la médaille. La vérité est beaucoup moins flatteuse pour notre pays, car la France n'aurait jamais eu à intervenir au Mali si elle ne s'était pas aventurée en Libye 1 an plus tôt, si elle n'avait pas fait renverser Mouammar Kadhafi. Souvenez-vous, nous sommes en 2011 et c'est encore le Golden Boy de Neuilly qui dort à l'Élysée. Nicolas Sarkozy veut passer la Libye au Karcher. Et voilà, c'est le terminus de la page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production, comme d'hab, est signée Prod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio Évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel pour présenter cette page internationale. Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde.
Il faut en profiter du soleil sur Boston pour aujourd'hui. 84 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Jacmel, 87 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mercredi en compagnie de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.